Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette première édition de l'information sur For You Télévision. Au sommaire, nous parlons du Sénégal et des élections législatives sur le territoire. 21 jours, c'est le temps imparti à chaque candidat pour attirer la faveur des électeurs. Le coup d'envoi de la compétition électorale a été donné le 10 juillet 2022 avec 165 sièges de députés en jeu. Le président Macky Sall a tenu un discours le 9 juillet où il appelait au respect de l'ordre et des droits au vu des manifestations et arrestations durant la pré-campagne. Yewwi Askan Wi, la coalition de l'opposition, ira aux élections sans Ousmane Sonko. Benno Bokk Yakaar, coalition du pouvoir, se présentera également en liste réduite. Et puis dans l'actualité malienne, cohésion sociale, Assimi Goïta appelle à l'unité sacrée. Dans un discours à la nation le 8 juillet 2022, le président de la transition a tenu à remercier le peuple malien pour son soutien et son engouement, mais l'a appelé également à rester figé sur les intérêts suprêmes du Mali. Le colonel Assimi Goïta a profité pour rappeler que le Conseil de transition travaille à installer une constitution dont la vigilance et la responsabilité. On revient dans ce discours de veille de la célébration de la fête de l'Aïd el-Kébir dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue une fois de plus au grand journal sur For You Télévision. On démarre avec l'actualité au Mali où le peuple malien est appelé à l'union sacrée autour des intérêts suprêmes de la nation. C'est un appel émis par le colonel Assimi Goïta. C'était à l'occasion d'un discours donné lors de la célébration de la fête de la Tabaski le 8 juillet dernier. Assam Zili, reportage. Après la levée des sanctions économiques imposées par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le colonel Assimi Goïta a appelé le week-end dernier à une unité autour des intérêts supérieurs de la nation. Dans son discours à l'occasion de la fête de la Tabaski, il a exhorté les Maliens à unir leurs forces dans l'optique de relever les défis auxquels le pays est confronté. En effet, le 3 juin à Accra, les dirigeants ouest-africains ont levé les sanctions commerciales et financières qui étouffait depuis 6 mois le Mali. Une décision bien accueillie par la population et les autorités en charge de la transition de ce pays d'Afrique de l'Ouest, qui depuis plus d'une décennie est confronté à une crise sécuritaire marquée par la lutte antiterroriste. Pour le colonel Assimi Goïta, il n'est nul doute que le retour à l'ordre constitutionnel, qui figure bel et bien dans l'agenda du gouvernement de transition, se fera avec la convergence de toutes les forces vives de la nation, d'où une implication de tous les Maliens de l'intérieur et de l'extérieur, afin que cette étape cruciale qui déterminera l'avenir politique du pays se fasse dans des conditions de sécurité et de stabilité. Conscient des défis d'ordre alimentaire que le pays doit également relever, le chef de l'État malien, dans son désir de voir régner l'autosuffisance alimentaire, a interpellé les agriculteurs en leur souhaitant une bonne campagne agricole. Restons au Mali où cette fois-ci, plusieurs hommes armés ont été mis aux arrêts par les forces maliennes. C'était le 10 juillet 2022 à Bamako, notamment à l'aéroport Modibo Keïta. Une scène qui donne d'ailleurs à s'interroger et certains appellent, ou du moins parlent d'une unité de la MINUSMA, tandis que d'autres pointent du doigt une thèse d'un groupe de mercenaires engagés pour nuire à la stabilité de l'État malien. Éclairci, c'est avec vous, Siké Doumbé. Sur ces images amateurs, tournées dimanche soir à l'aéroport Modibo Keïta, l'on aperçoit des militaires interpellés et conduits à la gendarmerie, accompagnés par l'unité spéciale des forces armées maliennes. Selon des sources, l'on parle d'une quarantaine de soldats présentés comme des officiers de la MINUSMA, la mission de maintien de la paix des Nations Unies. Si la présence d'une telle force sur le sol malien n'est pas surprenante, la réaction des autorités maliennes questionne. En effet, tout porte à croire que Bamako n'avait pas connaissance de l'arrivée de cette troupe sur son sol. Sinon, comment comprendre l'interpellation de celle-ci par les services de sécurité? S'agissait-il alors d'une défiance contre les autorités maliennes ou tout simplement d'une tentative de coup d'État? Dans l'un ou l'autre cas, les observateurs sont clairs. Le Mali est le théâtre d'une guerre géopolitique entre les grandes puissances étrangères. Nul n'est sans ignorer que depuis l'arrivée des militaires à la tête de l'État, les intérêts occidentaux dans ce pays immensément riche sont mis à mal. Pis encore,
le nouveau pouvoir a décidé de se tourner vers d'autres partenaires, tels que la Russie ou encore l'Algérie, au détriment de la France et par ricochet, l'Union européenne et même les États-Unis. Depuis lors, le Mali est devenu l'ennemi numéro 1 des puissances occidentales. Malgré cela, le pays reste debout, surtout avec la résilience et la détermination du peuple malien résolu à soutenir le pouvoir de transition. Une chose est certaine, la thèse d'une tentative de coup d'État ne serait pas une exagération. Si le président Assimi Goïta tombe, les puissances occidentales pourront se repositionner et continuer à piller et à déstabiliser la sous-région, alors que le Mali se positionne aujourd'hui comme l'espoir d'une Afrique indépendante. Et toujours concernant cette possible tentative de coup d'État au Mali, la rédaction de For You Media s'est penchée sur une interrogation, à savoir qui peut bien se cacher derrière les ficelles d'une telle scène. Et bien, tentative de réponse dans cet élément signé Bachir Ladan. Plusieurs stratèges ont mis en garde les autorités maliennes quant au renforcement des mesures sécuritaires, surtout en cette période de levée des sanctions infligées au pays d'Assimi Goïta par la CEDEAO en début d'année. Visiblement, le message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. D'autant plus qu'une cinquantaine de soldats ivoiriens ont été arrêtés dans la nuit de dimanche à lundi à l'aéroport international Modibo Keïta de Sénou à Bamako. Selon des sources non officielles, ces militaires seraient soupçonnés de préparer un coup d'État contre les dirigeants de la transition malienne. Conduits à bord de 2 cars dans une caserne de la capitale, ces soldats sont interrogés pour l'instant par les services de renseignement maliens. Mais en attendant, les accusés se présentent comme faisant partie d'un contingent de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, la MINUSMA. Selon leurs accusateurs, ces soldats ivoiriens n'auraient présenté de papiers attestant de leur mission intermalienne. Pour voir clair dans cette affaire, Bamako enquête. Mais la grande question est celle de savoir à qui aurait profité ce crime. Pourquoi des soldats ivoiriens? Des mémoires d'hommes. Les positions tranchées du pouvoir d'Abidjan contre le locataire du palais de Koulouba dans les instances décisionnelles de la CEDEAO sont encore fraîches. Et on se souvient aussi de l'enregistrement audio de près de 5 minutes, présenté le 11 février dernier comme une conversation téléphonique entre le chef de l'État ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, et le Malien Boubou Cissé, qui fut Premier ministre sous Ibrahim Boubacar Keïta. On y entendait les interlocuteurs échanger sur l'impact des sanctions de la CEDEAO sur l'économie malienne et sur les finances publiques. Les deux hommes discutaient en des termes peu flatteurs de la capacité des dirigeants de la transition à tenir ou encore de leurs attentes d'aide de la Russie jugées pour le moins naïves. Mais plus loin, on revoit encore Emmanuel Macron, le président français, intimant des ordres à son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo, alors président en exercice de la CEDEAO, de prendre des sanctions sévères contre le Mali. La liste est loin d'être exhaustive. Dans l'attente d'une communication officielle ou du rapport d'enquête, la question initiale reste en pointillé: qui tire les ficelles? Escale à présent au Burkina Faso, où la rencontre initiée par le colonel Sandaogo Damiba avec 5 de ses prédécesseurs s'est bien tenue le 8 juillet 2022, sans toutefois produire l'effet escompté. Souvenez-vous, 3 de ces anciens chefs d'État ont brillé par leur absence lors de la rencontre, mais aussi la simple présence de Blaise Compaoré, poursuivi par la justice burkinabé, a suffi pour faire de cet échange sur la cohésion sociale un échec cuisant. Foot dédié. Sur 5 de ces devanciers, seuls 2 ont répondu présents à l'appel de M. Damiba. Il s'agit de Jean-Baptiste Ouédraogo, président du Burkina Faso de 1982 à 1983, et Blaise Compaoré, président de 1987 à 2014. Isaac Zida, qui avait brièvement pris le pouvoir en 2014, est actuellement en exil au Canada. Michel Kafando, de 2014 à 2015, qui régna donc dans le pays des hommes intègres, et Rochmark Christian Kaboré, élu en 2015, n'ont donc pas répondu à cet appel qui avait donc l'objectif de sceller la réconciliation nationale afin de lutter plus efficacement contre les violences djihadistes meurtrières qui se multiplient ces derniers mois au Burkina Faso. Chose qui n'a donc pas été un succès.
car en partie à cause du retour de Blaise Compaoré qui a régné pendant 27 ans dans son pays. Sa présence a suscité de nombreuses critiques. Il a été condamné par contumace le 6 avril à la prison à perpétuité pour son rôle dans l'assassinat de son prédécesseur, Thomas Sankara, icône panafricaine, lors du coup d'État l'ayant donc porté à la tête de l'État en 1987. Roch-Marc Kaboré n'a pas échappé à la colère des populations qui, par dizaines, se sont rassemblées dans la matinée du 8 juillet à Ouagadougou, devant son domicile, pour l'empêcher de participer à la réunion de M. Damiba. Pour ces derniers, ce n'est pas le rôle de Damiba, qui lui-même a fait un coup d'État, de réconcilier le peuple burkinabé. Et ce n'est pas une réconciliation, c'est tout simplement une mascarade, tout en rappelant qu'un mandat d'arrêt international a été lancé contre Blaise Compaoré, qui n'a jamais daigné se présenter devant la justice et qui devrait être immédiatement arrêté et conduit en prison. Au sein de certaines organisations de la société civile et d'avocats, la présence de Blaise Compaoré sur le sol burkinabé avait également du mal à passer. Prosper Farama, membre du collectif des avocats de Thomas Sankara, a estimé que les poutistes, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, pseudo-réconciliateurs, tentent tout simplement d'assassiner l'état de droit, la démocratie au Burkina Faso. Selon lui, il n'y a pas une autre lecture à faire. Résultat des courses, échec cuisant de la rencontre de Henri-Paul Damiba. C'est officiellement lancé au Sénégal. Il s'agit de la campagne élective législative et ce depuis le 10 juillet 2022. Alors que les candidats n'ont que 21 jours pour convaincre les électeurs, 8 listes sont en lice pour ce scrutin prévu le 31 juillet 2022. Zoom sur le dernier scrutin avant la présidentielle 2024 au Sénégal avec vous, Emma Mouto. La première journée de campagne électorale s'est terminée par les déclarations des représentants des 8 listes en lice. Plus tôt dans la matinée du 10 juillet 2022, le président Macky Sall a pris la parole à la sortie de la grande mosquée de Dakar après la prière de la Tabaski. Il a appelé les acteurs politiques à bannir la violence pendant la campagne électorale. Le chef de l'État a également incité les candidats à éviter le croisement des caravanes. Finalement, le parti d'opposition Yemi Askanui ira aux élections mais sans sa liste nationale de titulaires. Les têtes d'affiche, notamment Ousmane Sonko, sont écartées de la course. Quant à la coalition au pouvoir, Beno Bouk Yaka, elle participera sans sa liste nationale de suppléants, retorquée pour défaut de parité. Après sa percée aux élections locales de janvier, l'objectif pour Yemi Askanui est d'imposer une cohabitation au président Macky Sall. Et cela grâce à une alliance avec la coalition Wallou-Sénégal, formée autour du PDS, de l'ancien président Abdoulaye Wade. Plus petite, les autres coalitions en lice tentent de se faire entendre comme AAR Sénégal, Alliance pour une assemblée de rupture qui se présente comme une troisième voie pour ce scrutin, qui sera le dernier avant la présidentielle de 2024, avec en toile de fond le débat sur une éventuelle troisième candidature du chef de l'État, Macky Sall. 11 juillet 2022, journée mondiale de la population, occasion saisie pour tirer la sonnette d'alarme sur l'importance et l'urgence du boom démographique. Sachant que l'Afrique est pressentie pour être le continent le plus peuplé du monde en 2050, ainsi que le Nigeria, troisième pays au monde le plus peuplé. Croissance démographique et croissance économique riment-elles ensemble? Élément de réponse avec vous, Kwakap Padid. La population mondiale devrait passer de 7,7 à 9,7 milliards à l'horizon 2050 et pourrait même atteindre les 11 milliards d'ici 2100. L'Afrique deviendra le continent le plus peuplé du monde avec environ 2,5 milliards d'habitants contre 1,4 aujourd'hui, soit 18% de la population mondiale. Plus de la moitié de la croissance démographique mondiale d'ici 2050 aura lieu en Afrique. La population au sud du Sahara, par exemple, devrait voir son effectif doubler. Le Nigeria devenant le troisième pays le plus peuplé au monde, derrière la Chine et l'Inde, passant de près de 211 millions d'habitants à 410 millions de personnes. Si pour le cas de la Chine, la croissance, voire l'explosion démographique, aura impacté sur la croissance économique, certains experts estiment par contre que l'Afrique ne connaîtra pas une croissance économique plus rapide grâce à ce boom démographique et grâce au rajeunissement de la population.
brandissant la forte démographie sur le continent comme un facteur de sous-développement, facteur de chômage endémique, surtout chez les jeunes, ce qui favoriserait même le terrorisme. D'après la Banque mondiale, pour éradiquer ce fort taux de chômage engendré par l'explosion démographique, l'Afrique devra alors créer près de 450 millions d'emplois supplémentaires lors des 20 prochaines années. À ces prévisions pour le moins pessimistes s'oppose une autre thèse, celle-ci favorable à l'idée d'une croissance économique suscitée par l'explosion démographique en Afrique. Pour les tenants de cette thèse, la forte démographie risque de changer la physionomie de la croissance africaine en liant davantage l'accroissement du PIB à des territoires et à des grandes régions plutôt qu'à des pays. Ensuite, cette forte démographie va bouleverser le modèle actuel de développement urbain avec notamment des programmes de construction de villes nouvelles pour accueillir des populations, créer des espaces de vie, de consommation, de production et d'échange. La croissance future devrait alors se bâtir autour de modèles de développement urbain polynucléaires et multinodaux. Autre enjeu d'une forte démographie, le capital humain. Car la croissance en Afrique devra passer par l'amélioration globale de la productivité intimement liée au capital humain, d'après certains experts. Autre motif d'optimisme quant au boom démographique en Afrique, les diasporas africaines qui serviront de passeurs ou de relais de savoir-faire entre les autres continents et l'Afrique. Car en effet, de plus en plus de jeunes du continent en capacité de faire des études vont se former et acquérir de l'expérience dans des contrées plus développées pour revenir s'installer dans le pays d'origine. La croissance démographique va accentuer ce phénomène et pousse d'ailleurs déjà des grandes écoles, universités et entreprises des pays émergents et riches à délocaliser certaines de leurs formations et centres de recherche en Afrique. Dans un contexte où la population vieillit dans certains pays, notamment en Europe, la démographie africaine pourra venir pallier le manque de main-d'œuvre dans des pays émergents et développés. C'est dire que la croissance démographique annoncée en Afrique d'ici 2050, loin d'être un handicap, notamment eu égard aux politiques et conceptions malthusiennes, sera un facteur de développement économique et géopolitique qui pourrait même déboucher sur un tout autre rapport de force, notamment dans le commerce mondial, dans le développement technologique, l'avenir des religions dominantes et bien d'autres secteurs. Car selon un adage, plus on a de bras, plus on est fort. Escale économique présent au Cameroun où le Fonds monétaire international s'est opposé aux subventions de l'État accordées aux produits pétroliers. C'était en fin de mois dernier. Une position que certains économistes jugent d'inopportune, surtout quand on sait que celles-ci permettent de maintenir le prix à la pompe. C'est d'ailleurs le cas pour le docteur Mbiada Jean-Marie, économiste. Il a été rencontré par Tiama dans cet élément. Une subvention est un mécanisme adopté par tout État responsable pour pouvoir faire en sorte que les populations les plus défavorisées puissent avoir accès à certains services qui auraient pu être considérés comme privilégiés par le plus grand nombre de la population. Et cette sortie du Fonds monétaire international visant à proposer à l'État camerounais d'arrêter de subventionner les produits pétroliers a eu un écho défavorable au sein des économistes. Un État sérieux est là pour faire en sorte que ces populations accèdent aux produits au prix les plus avantageux. Et pour cela, on utilise tous les instruments économiques en la matière. Ça peut être ça fait de la subvention, ça peut être certaines mesures de contingentement pour éviter que certains produits qui bon marché partent d'ailleurs pour venir envahir le marché local. La proposition du Fonds monétaire international a été adoptée ailleurs, mais malheureusement, les fruits sont peu visibles. Cette mesure a été proposée au Gabon, c'est-à-dire quoi? De couper les subventions, disent-ils, qui profitaient aux gens à la pompe, et puis d'augmenter les prix chez les nantis. Et dans les nantis, qu'est-ce qu'ils ont mis? Les industriels, ce qui est un non-sens. Ce qui est un non-sens. L'industriel, quand il fabrique son produit, ce n'est pas son titre d'industriel. Il fabrique son produit à partir de ce qu'on appelle les facteurs de production. Donc ce qu'on voulait éviter en amont, on va retrouver ça en aval. Les solutions pour accroître l'économie du pays doivent être recherchées autrement. La solution serait donc quoi? La solution passe donc par la production. Moi, je suis pour un État producteur. Un État producteur des normes pendant ces 30 ans, sous les programmes d'ajustement structurel, ça a montré ses limites. Un État producteur de normes, madame, ne parvient pas à nourrir ses populations. C'est le cas aujourd'hui. Mais par contre, un État producteur de biens, c'est l'État qui avait Kamchiko, en Cotton, Sociocam, en Bandjok. Un État comme celui-là va nourrir ses populations avec du sucre. Il serait peut-être temps que les organisations internationales
laisse chaque pays mener sa politique. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé sur For You Télévision. Rendez-vous demain pour une autre édition. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir, Lomé.